Le Mistral soufflait avec violence sur les étendues salées de la Camargue en cette soirée de mai 1878. Les flamants roses, dérangés dans leur quiétude, s'envolaient en nuages rosés au-dessus des étangs qui reflétaient les derniers rayons du soleil couchant. Au cœur de cette terre sauvage, là où les eaux douces du Rhône se mêlent aux eaux salées de la Méditerranée, se dressait l'auberge de la Croix camarguaise, un bâtiment de pierre blanche aux volets bleus délavés par le sel et le vent. L'établissement, situé à quelques pas de la célèbre église des Saintes Maries de la Mer, était le rendez-vous obligé de tous ceux qui parcouraient cette région mystérieuse. Les murs épais de l'auberge avaient entendu 1000 secrets, 1000 confessions murmurées autour d'un verre de pastis ou de vin rouge corsé. Ce soir-là, comme tous les soirs depuis 15 ans, Bastien Mercadier, le propriétaire, préparait son établissement pour la nuit qui s'annonçait. Bastien était un homme imposant, âgé de 45 ans, aux épaules larges forgées par des années passées à dresser les taureaux noirs de Camargue. Son visage buriné par le soleil et les embruns portait une barbe noire striée d'argent, et ses yeux d'un bleu délavé semblaient toujours observer, calculer, anticiper. Ancien gardien réputé, il avait quitté les manades mystérieusement 15 ans auparavant pour racheter cette auberge à un vieux provençal ruiné par les dettes. « Marie !» appela-t-il de sa voix grave qui portait dans tout l'établissement. « Assure-toi que les chambres du haut soient prêtes. Cette nuit, nous aurons du monde. » Marie Calvat, une femme de 38 ans, aux traits fins mais marqués par la vie, émergea de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon strict, mais quelques mèches rebelles encadraient son visage aux pommettes saillantes. Elle avait cette beauté particulière des femmes de Camargue, faite de caractère et de résistance aux éléments. « Les pèlerins de Sainte-Sara arrivent déjà par petits groupes, répondit-elle en français, teinté de l'accent chantant du Midi. J'ai vu passer une roulotte gitane ce matin sur le chemin du Petit-Rhône. Et puis, Fernand Roussel est venu réserver une table pour ses associés parisiens. Il paraît qu'il négocie l'achat de nouvelles sonneries. » Bastien hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. Fernand Roussel était l'un des plus gros propriétaires de salins de la région. Un homme âpre au gain qui ne reculait devant rien pour étendre son empire blanc sur les étangs de Camargue. La présence d'investisseurs parisiens en cette période de pèlerinage ne pouvait être fortuite. « Et les gardiens, demanda Bastien en disposant soigneusement les verres sur le comptoir de chêne poli par des milliers de mains. Antoine Girard a fait dire qu'il viendrait avec ses hommes après la marquage des poulains. Tu sais comme ils peuvent être agités quand ils descendent des manades. » Le sourire de Bastien s'élargit. Antoine Girard dirigeait la manade des Saliers, l'une des plus importantes de la région. Un homme fier, colérique, qui ne supportait aucune remarque sur sa façon de mener ses troupeaux. Ses conflits avec Roussel au sujet des droits de passage sur les terres communes étaient légendaires dans toute la Camargue. La lourde porte de chêne s'ouvrit dans un grincement, laissant entrer les premiers clients de la soirée. 3 hommes au visage tanné par le soleil, vêtus de la tenue traditionnelle des gardiens. Veste de velours sombre, pantalon de toile beige et le chapeau de feutre noir indispensable. Ils s'installèrent à une table près de la cheminée où crépitait un feu de bois flotté. « Bonsoir, Bastien !» lança le plus âgé, un homme aux cheveux gris et aux mains noueuses. 3 pastis bien tassés pour commencer la soirée. « Bonsoir, Marcel !» répondit l'aubergiste en servant généreusement l'alcool anisé. « Comment vont les bêtes chez les Beaux ?» Marcel Fontaine dirigeait une petite manade familiale depuis 30 ans. Homme simple et droit, il était respecté de tous les gardiens de la région pour sa connaissance parfaite des taureaux et des chevaux camarguais. « Les bêtes vont bien, mais les hommes... » Marcel secoua la tête avec amertume. Cette histoire de concession sur les terres du Vaccarès commence à échauffer les esprits. Roussel veut absolument étendre ses salins jusqu'à l'étang principal. Il prétend que ses droits remontent au Second Empire. « Et qu'en pense Girard ?» demanda Bastien d'un ton neutre tout en nettoyant un verre avec une attention particulière. « Antoine ?» Marcel éclata d'un rire sans joie. Il dit qu'il fera brouter ses taureaux sur les tas de sel de Roussel avant de céder 1 mètre carré de pâturage. Tu connais son tempérament.
Les deux compagnons de Marcel hochèrent la tête en silence. L'un d'eux, un jeune homme d'une vingtaine d'années aux yeux verts perçants, prit la parole. « Mon père dit que Roussel a des appuis à Marseille, peut-être même à Paris. Il paraît qu'il a rencontré des gens importants la semaine dernière. Des hommes en costume noir avec des attachés-cases. Ton père a toujours eu de l'imagination, Jules, répliqua Marcel avec un sourire protecteur. Mais il est vrai que Roussel reçoit beaucoup de visites ces derniers temps. Bastien écoutait ces conversations d'une oreille attentive tout en continuant son service. Il connaissait les tensions qui couvaient sous la surface paisible de la Camargue. Les enjeux économiques étaient énormes. Le sel de Camargue était de plus en plus recherché. Les terres de pâturage se raréfiaient et l'arrivée du chemin de fer changeait la donne commerciale. Certains hommes étaient prêts à tout pour s'enrichir, d'autres pour préserver leur mode de vie ancestral. La porte s'ouvrit de nouveau et cette fois, c'est un groupe de gitans qui entra. 5 hommes aux cheveux noirs et aux yeux sombres, vêtus de costumes colorés et de chemises blanches. Ils parlaient entre eux dans leur langue, mais leur chef, un homme d'une quarantaine d'années au regard perçant, s'adressa à Bastien en français. « Bonsoir, aubergiste. Nous cherchons un endroit pour passer la nuit. Nos femmes et nos enfants nous attendent dehors. »« Oh, bonsoir, Diego, » répondit Bastien qui connaissait le chef de cette famille gitane. « Vous arrivez tôt cette année pour la pèlerinage. »« Les temps sont difficiles, » répondit Diego en baissant la voix. « Nous avons eu des problèmes sur la route. Des gens qui n'aiment pas voir les Roms circuler librement. Il vaut mieux arriver tôt et repartir vite. » Bastien comprenait. Malgré la tradition séculaire du pèlerinage à Sainte-Sara, la patronne des Gitans, les tensions avec les populations locales étaient fréquentes. Les Roms étaient souvent accusés de tous les maux. Vols, troubles à l'ordre public, concurrence déloyale dans les métiers d'artisanat. « J'ai 3 chambres libres à l'étage, » proposa Bastien, « et vos chevaux peuvent aller à l'écurie derrière l'auberge. »« Merci, nous payerons rubis sur l'ongle comme toujours. » Diego sortit une bourse de cuir bien garnie et posa plusieurs pièces d'or sur le comptoir. Bastien remarqua le regard envieux que jetèrent les gardiens vers l'argent. Les temps étaient durs pour tout le monde, et voir des étrangers afficher leur prospérité ne manquait jamais d'attiser les jalousies. La soirée avançait, et l'auberge se remplissait progressivement. Vers 8 heures, Fernand Roussel fit son entrée, accompagné de 3 hommes en costume sombre que personne ne connaissait dans la région. Roussel était un homme de 50 ans, corpulent, au visage rougeau et aux yeux calculateurs. Il portait toujours des vêtements de qualité qui dénotaient dans l'environnement rustique de la Camargue. « Bonsoir Bastien, lança-t-il d'une voix forte. J'ai réservé la salle privée pour mes invités parisiens. Nous avons des affaires importantes à discuter. » Les 3 Parisiens suivirent Roussel vers la petite salle attenante à la salle principale. Bastien remarqua leur allure sévère, leur regard froid qui jaugeait tout ce qu'ils voyaient. L'un d'eux, un homme maigre aux cheveux grisonnants, portait une mallette de cuir noir qu'il tenait fermement contre lui. « Des affaires importantes, » murmura Marcel en regardant disparaître le groupe. « J'aimerais bien savoir ce qu'ils mijotent. »« Rien de bon pour nous, c'est sûr, » répondit Jules avec amertume. À 9 heures précises, la porte s'ouvrit violemment et Antoine Girard entra suivi de 6 de ses gardiens. L'homme était impressionnant, près de 2 mètres, des épaules de taureau, une barbe rousse et des yeux bleus comme la glace. Sa réputation de bagarreur n'était plus à faire dans toute la Camargue. « Bastien !» rugit-il de sa voix de stentor. « Du vin rouge pour mes hommes, le meilleur que tu aies. » L'ambiance de l'auberge changea instantanément. Les gardiens de Girard étaient connus pour leur loyauté envers leur patron, mais aussi pour leur propension à chercher la bagarre quand ils avaient bu. Les gitans se rapprochèrent instinctivement les uns des autres, tandis que Marcel et ses hommes observaient la scène avec prudence. Bastien servit le vin demandé, un Châteauneuf du Pape de qualité qu'il gardait pour les grandes occasions. Antoine Girard vida son verre d'un trait et le reposa bruyamment sur le comptoir. « Alors, Bastien, quoi de neuf dans ton établissement ?» demanda-t-il en balayant la salle du regard. « Je vois que tu reçois toutes sortes de gens ces temps-ci. » Son regard s'arrêta sur la porte fermée de la salle privée, d'où s'échappèrent des murmures de conversation. « Roussel est là ?»
demanda-t-il, et sa voix avait pris un ton dangereux. « Fernand est en réunion d'affaires, répondit Bastien d'un ton neutre. Tu sais bien que je ne me mêle pas des affaires de mes clients. Antoine Girard eut un rire sans joie. Des affaires? Oui, je suis sûr qu'il négocie encore un moyen de nous dépouiller de nos terres. Tu sais ce qu'il a osé me proposer la semaine dernière? Bastien ne répondit pas, mais tous les clients de l'auberge tendaient l'oreille. Il m'a proposé de racheter ma concession sur les pâturages du Vaccarès, explosa Antoine. 50 000 francs, il m'a dit. Comme si 50 000 francs pouvaient compenser une vie entière passée à élever les plus beaux taureaux de France. Un murmure indigné parcourut l'assemblée. 50 000 francs représentaient une fortune pour l'époque, mais pour les gardians, certaines choses n'avaient pas de prix. Les terres de pâturage étaient sacrées, transmises de père en fils depuis des générations. « Et qu'as-tu répondu » demanda Marcel, bien qu'il connût déjà la réponse. « Je lui ai dit qu'il pouvait se les mettre où je pense, c'est 50 000 francs, rugit Antoine. Et que s'il osait mettre un pied sur mes terres, mes taureaux lui feraient passer l'envie de spéculer. » Ces hommes approuvèrent bruyamment, levant leurs verres en signe de soutien. L'alcool commençait à faire son effet et la tension montait dangereusement. C'est à ce moment précis que la porte de la salle privée s'ouvrit et que Fernand Roussel apparut, suivi de ses 3 invités parisiens. Le silence se fit instantanément dans la salle principale. « Tiens, tiens !» lança Roussel d'un ton provocateur. « Bonsoir Antoine, je ne savais pas que tu fréquentais les auberges, je pensais que tu passais tes soirées à compter tes bêtes. » Le visage d'Antoine Girard devint cramoisi. Il se leva lentement, imposant sa stature impressionnante. « Mes bêtes, je les compte effectivement, Roussel. Et je compte aussi mes terres. Toutes mes terres, celles que tu aimerais tant me voler. » Voler. Roussel éclata d'un rire gras. « Mon cher Antoine, je ne vole rien. Je propose des transactions commerciales légales et avantageuses. Si tu es trop borné pour comprendre les évolutions du monde moderne, le monde moderne, cracha Antoine. Qu'appelle ça le monde moderne? De transformer la Camargue en usine à sel, de détruire les pâturages pour installer tes machines? L'un des Parisiens, l'homme aux cheveux gris, s'approcha de Roussel et lui murmura quelque chose à l'oreille. Roussel hocha la tête et reprit « Antoine, je vais être généreux avec toi. Mes associés parisiens sont prêts à monter l'offre à 60 000 francs pour ta concession. C'est ma dernière proposition. » Un silence de mort s'abattit sur l'auberge. 60 000 francs, une somme astronomique qui permettrait à Antoine de vivre comme un roi jusqu'à la fin de ses jours. Mais le gardien secoua la tête avec dégoût. « Va au diable, Roussel, mes terres ne sont pas à vendre. Pas à toi, pas à tes amis parisiens, pas à personne. » « Réfléchis bien, Antoine, » reprit Roussel d'un ton qui se voulait conciliant, mais où perçait une menace. « Les temps changent. Le gouvernement favorise les investissements industriels. Tes droits de pâturage pourraient être remis en question par la préfecture. Il vaudrait mieux que tu acceptes ma proposition tant qu'elle tient encore. » Cette fois, Antoine Girard explosa. Il saisit Roussel par le revers de sa veste et le souleva presque de terre. « Tu me menaces, ordure, tu oses me menacer dans mon propre pays. »« Antoine !» intervint Bastien d'une voix ferme. « Pas de violence dans mon établissement. » Mais il était trop tard. L'un des gardiens de Girard avait saisi une bouteille et la brandissait vers les Parisiens. Diego et ses hommes s'étaient levés, prêts à intervenir. Marcel tentait de calmer son jeune compagnon Jules, qui bouillonnait de rage. « Lâche-moi, gardien de malheur !» cria Roussel, en essayant de se dégager. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. »« Justement, j'aimerais bien le savoir, » répliqua Antoine en serrant sa prise. « Qui sont ces messieurs qui viennent de Paris pour acheter la Camargue ?» L'homme aux cheveux gris fit un signe discret à ses compagnons et tous 3 sortirent rapidement leurs mains de leurs poches. Bastien, dont l'œil exercé ne manquait rien, remarqua le geste et comprit immédiatement. Ces hommes étaient armés. « Antoine, » dit-il d'une voix calme mais pressante, « relâche Fernand. Maintenant !» Quelque chose dans le ton de l'aubergiste fit comprendre au gardien que la situation était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Il relâcha Roussel à contre-cœur. Roussel rajusta sa veste, le visage écarlate de rage et d'humiliation. « Tu le regretteras, Girard,
cracha-t-il, tu regretteras amèrement cette soirée. Il fit signe à ses compagnons et tous quatre sortirent de l'auberge en claquant la porte. Le silence retomba dans la salle, lourd et oppressant. Bastien reprit lentement son service, mais son regard scrutait chaque visage, chaque expression. Il connaissait les hommes, et il savait que cette soirée ne finirait pas bien. Qui étaient ces types ? Demanda Marcel à voix basse. Des gens qu'il ne faut pas provoquer, répondit Bastien sans lever les yeux de son verre qu'il nettoyait. Des gens qui ont les moyens de leurs ambitions. Antoine Girard vida son verre de vin d'un trait et le reposa brutalement. Qu'ils viennent, ces types en costume, gronda-t-il. Nous verrons s'ils sont aussi courageux face aux taureaux de Camargue qu'ils le sont dans un salon parisien. Ces hommes approuvèrent, mais Bastien remarqua que plusieurs clients regardèrent vers la porte avec inquiétude. L'orage qui couvait depuis des mois entre Girard et Roussel venait de prendre une dimension nouvelle avec l'arrivée de ces mystérieux Parisiens. Diego s'approcha du comptoir et commanda une bouteille de vin pour sa table. « Ces hommes en noir », murmura-t-il à Bastien. « Je les ai déjà vus. Pas ici, mais à Marseille, il y a 2 mois. Ils discutaient avec des gens peu recommandables près du Vieux-Port. Quel genre de gens peu recommandables ? Ou le genre qui règle les problèmes quand les avocats ne suffisent plus », répondit Diego, d'un ton lourd de sous-entendu. Bastien hocha la tête gravement. Les choses se compliquaient. Si Roussel faisait appel à des hommes de main pour régler ses différends, la situation pouvait dégénérer très rapidement. La soirée se poursuivit dans une atmosphère tendue. Les conversations étaient plus feutrées, les regards plus méfiants. Vers 11 heures, Marie vint trouver Bastien. « J'ai installé la famille gitane à l'étage. Les enfants dorment déjà, mais les hommes restent dans la salle. Ils semblent inquiets. »« Ils ont raison de l'être, » murmura Bastien. « Va te coucher, Marie, et ferme bien ta porte à clé. Et toi ? Je reste jusqu'à la fermeture. Il faut que je garde un œil sur tout ce monde. » Marie hésita, puis posa sa main sur le bras de Bastien. « Fais attention à toi. J'ai un mauvais pressentiment pour cette nuit. » Bastien couvrit sa main de la sienne et la rassura d'un sourire. « Ne t'inquiète pas, j'ai connu des nuits plus agitées. » Mais au fond de lui, il savait que Marie avait raison. Quelque chose de mauvais se préparait. Il le sentait dans l'air, comme les gardiens sentent venir l'orage, avant que les nuages n'apparaissent à l'horizon. Vers minuit, les derniers clients commencèrent à partir. Marcel et ses hommes prirent congé les premiers, suivis par plusieurs gardiens de Girard. Antoine lui-même semblait hésiter à partir, jetant des regards inquiets vers les fenêtres. « Tu attends quelque chose, Antoine ?» demanda Bastien. « J'attends rien de bon, » répondit le gardien. « Roussel n'est pas du genre à encaisser une humiliation sans réagir, et ses amis parisiens m'ont l'air de sacrés salauds. Alors pourquoi rester? Rentre chez toi, retrouve ta famille. » Antoine secoua la tête. « Ma famille? Ma femme est morte il y a 3 ans, et mes fils travaillent dans les manades du Languedoc. Je n'ai plus que mes terres et mes bêtes, et je les défendrai jusqu'à mon dernier souffle. » Il vida son verre et se dirigea vers la porte, suivi de ses 2 derniers hommes. « Bonne nuit, Bastien, et merci pour l'hospitalité. Bonne nuit, Antoine, et fais attention à toi. » Le gardien s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Si quelque chose m'arrivait, Bastien, je voudrais que tu saches que mes terres reviennent à mon neveu Paul, à Arles. Il a les papiers. Dis-lui de ne jamais vendre à Roussel. Jamais. » Et il disparut dans la nuit camarguaise. Il ne restait plus dans l'auberge que Diego et ses 4 compagnons, installés près du feu. Bastien s'approcha de leur table. « Vous comptez rester tard ? » « Nous allons monter dans nos chambres, » répondit Diego, « mais j'aimerais te parler en privé avant. » Bastien hocha la tête et fit signe aux gitans de le suivre derrière le comptoir. « Je connais ces hommes en noir, » chuchota Diego. « Ils s'appellent Morin, Castel et Bertrand. Ils travaillent pour des gens très puissants à Paris, des banquiers, des industriels. Quand ils arrivent quelque part, c'est que les négociations à l'amiable ont échoué. Et alors, ils utilisent d'autres méthodes, plus directes. » Bastien sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu veux dire qu'ils
Je veux dire qu'Antoine Girard ferait mieux de surveiller ses arrières, et toi aussi d'ailleurs. Moi? Pourquoi moi? Diego le regarda avec gravité. Parce que tu en sais trop, Bastien. Parce que tu vois tout, tu entends tout, et tu n'oublies rien. Des hommes comme Morin n'aiment pas laisser de témoins gênants derrière eux. Le gitan remonta rejoindre ses compagnons. Et bientôt, l'auberge fut plongée dans le silence. Seul Bastien restait dans la salle principale, nettoyant machinalement les verres et réfléchissant aux événements de la soirée. Dehors, le Mistral continuait de souffler, faisant gémir les volets et siffler les cheminées. Au loin, on entendait le cri des flamants roses et le bruit sourd des vagues qui venaient mourir sur les plages de sable fin. Bastien éteignit les lampes une à une et monta dans sa chambre, au premier étage. Mais avant de se coucher, il s'assura que son fusil de chasse était chargé et à portée de main. Dans cette région sauvage, la prudence n'était jamais superflue. De sa fenêtre, il apercevait les lumières de Sainte-Marie-de-la-Mer qui scintillaient dans la nuit. L'église fortifiée se dressait comme un phare dans l'obscurité, veillant sur les pèlerins venus de toute l'Europe pour honorer Sainte Sarah. Mais cette nuit, Bastien avait le pressentiment que les saints ne suffirait pas à protéger les hommes de leurs propres démons. Il s'endormit finalement, bercé par le vent et les cris lointains des animaux sauvages. Mais son sommeil fut agité, peuplé de rêves prémonitoires où des hommes en noir chevauchaient des taureaux noirs sous un ciel d'orage. Au petit matin, il serait réveillé par des cris d'alarme. La première des 12 morts avait eu lieu pendant son sommeil, et rien ne serait plus jamais comme avant dans la paisible auberge de la Croix camarguaise. Mais pour l'instant, Bastien dormait, inconscient du drame qui se jouait déjà dans les marais et les s'ensuirs de la Camargue sauvage. L'aube se levait à peine sur la Camargue quand les premiers cris déchirèrent le silence matinal. Bastien fut réveillé en sursaut par des coups violents frappés à la porte de l'auberge. Il enfila rapidement ses vêtements et descendit, son fusil à la main par précaution. « Bastien! Bastien! Ouvre !» hurlait une voix qu'il reconnut comme celle de Paul Martel, un jeune gardien qui travaillait pour Antoine Girard. L'aubergiste ouvrit la porte et découvrit le jeune homme dans un état de panique extrême. Ses vêtements étaient trempés de rosée et tachés de boue, ses cheveux en désordre et ses yeux exorbités trahissaient une terreur profonde. « Paul, que se passe-t-il? Antoine est mort !» balbutia le jeune homme en s'effondrant presque dans les bras de Bastien. « Ils l'ont tué, Bastien, ils l'ont tué comme un chien !» Marie, réveillée par le vacarme, apparut dans l'escalier enveloppée dans son châle. « Qui a tué Antoine ?» demanda Bastien, en faisant entrer Paul et en lui versant un verre d'eau de vie pour le calmer. « Je ne sais pas !» sanglota le jeune homme. « J'ai trouvé son corps ce matin près de l'étang du Fangassier. Il était... Paul ne parvint pas à finir sa phrase et but l'alcool d'un trait. « Reprends-toi, dit Bastien fermement. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Paul prit une profonde inspiration et se ressaisit. « Antoine avait décidé de rentrer chez lui après avoir quitté ton auberge hier soir. Mais il voulait d'abord vérifier que les taureaux étaient bien rentrés dans l'enclos près du Fangassier. Tu sais comme il était méticuleux avec ses bêtes. Continue. Ce matin, vers 5 heures, je suis parti le rejoindre comme convenu. Nous devions marquer les jeunes poulains ensemble. Mais quand je suis arrivé à l'enclos, j'ai vu son cheval qui errait sans cavalier. J'ai suivi ses traces et... » Paul s'arrêta les mains tremblantes. « Et, pressa Bastien, je l'ai trouvé face contre terre dans les roseaux près de l'étang. Il avait reçu un coup de couteau dans le dos, un seul coup, mais bien placé. Il a dû mourir instantanément. » Marie porta sa main à sa bouche pour étouffer un cri d'horreur. Bastien serra les mâchoires. Il avait prévu que la soirée de la veille pourrait mal finir, mais pas à ce point. « Tu as prévenu la gendarmerie ? » « J'ai envoyé mon petit frère à cheval vers Arles. Les gendarmes ne devraient pas tarder à arriver. Mais Bastien... » « Quoi ? Ce n'est pas tout. En revenant, j'ai croisé Marcel Fontaine. Il cherchait Jules, son jeune compagnon. Il a disparu cette nuit. Son lit n'a pas été défait et personne ne l'a vu depuis qu'il a quitté ton auberge. » Bastien sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. 2 hommes,
L'un mort, l'autre disparu. Et tous les deux avaient quitté son établissement la veille au soir, après l'altercation avec Roussel. « Il faut que j'aille voir Marcel », dit-il en prenant son manteau. « Marie, reste ici et accueille les gendarmes quand ils arriveront. Raconte-leur exactement ce qui s'est passé hier soir. »« Bastien !» l'interpella Marie d'une voix inquiète. « Fais attention à toi. Si ces hommes s'en prennent aux clients de ton auberge... »« Je sais, » répondit-il gravement, « mais je ne peux pas rester les bras croisés. » Il sortit dans la lumière dorée du matin camarguais. Le Mistral était tombé pendant la nuit, laissant place à un calme trompeur. Au loin, les flamants roses se nourrissaient paisiblement dans les étangs, indifférents au drame humain qui se jouait. Bastien enfourcha son cheval et se dirigea vers la manade de Marcel Fontaine, située à quelques kilomètres au nord de son auberge. En chemin, il croisa plusieurs gardiens qui se dirigeaient vers le lieu du crime. La nouvelle de la mort d'Antoine Girard se répandait comme une traînée de poudre dans toute la région. Il trouva Marcel dans sa cour, en train de seller fébrilement son cheval. L'homme âgé avait vieilli de 10 ans en une nuit. Son visage creusé par l'inquiétude trahissait un père au bord du désespoir. « Marcel !» appela Bastien en descendant de cheval. « Bastien !» Le vieux gardien se précipita vers lui. « Tu as des nouvelles de Jules ? Paul m'a dit qu'Antoine était mort, mais Jules, où est Jules? Calme-toi, Marcel. Raconte-moi ce qui s'est passé. » Marcel s'essuya les yeux avec sa manche et prit une voix chevrotante. « Hier soir, après avoir quitté ton auberge, nous sommes rentrés ensemble, Jules et moi. Mais arrivé au croisement du Petit Rhône, Jules m'a dit qu'il voulait faire un détour par les Sansouires pour vérifier l'état des clôtures. Tu sais comme les sangliers peuvent être destructeurs en cette saison. À quelle heure était-ce? Vers 1h du matin, je dirais. Je lui ai dit de ne pas y aller seul, que c'était dangereux la nuit. Mais il m'a répondu qu'il en avait pour 1 heure, tout au plus. » Marcel s'interrompit, la voix brisée par l'émotion. « C'est la dernière fois que je l'ai vu, Bastien. Mon fils, mon seul fils. Il n'est peut-être que blessé ou perdu, » tenta de le rassurer Bastien, bien qu'il n'y crût guère. « Non, » répondit Marcel en secouant la tête. « Jules connaît la Camargue comme sa poche. Il ne se perdrait jamais. Et s'il était simplement blessé, il aurait trouvé un moyen de me faire signe. Non, il lui est arrivé malheur, j'en suis sûr. » Bastien réfléchit rapidement. 2 hommes disparus ou morts après avoir quitté son auberge, tous deux impliqués dans l'altercation avec Roussel et ses mystérieux associés parisiens. La coïncidence était trop énorme pour en être une. « Marcel, je vais organiser des recherches pour Jules. En attendant, va chez les gendarmes et porte plainte pour disparition inquiétante. Il faut que les autorités soient au courant. »« Tu crois que c'est lié à l'histoire d'hier soir ?»« Je ne sais pas, » mentit Bastien, « mais il faut envisager toutes les possibilités. » Il remonta à cheval et se dirigea vers l'étang du Fangassier où Paul avait découvert le corps d'Antoine Girard. En chemin, il croisa un groupe de gendarmes à cheval, mené par le brigadier Alphonse Reynaud, un homme de 40 ans qu'il connaissait bien. « Bonjour Bastien », le salua le gendarme. « Sale histoire, cette mort d'Antoine. Paraît que c'est arrivé après une soirée dans ton auberge ?»« C'est exact, brigadier. Il y a eu une altercation entre Antoine et Fernand Roussel, mais rien de vraiment grave. Du moins, c'est ce que je croyais. Raconte-moi ça. » Bastien relata fidèlement les événements de la veille au soir, n'omettant aucun détail sur la présence des 3 Parisiens et les menaces voilées de Roussel. « Et tu dis qu'Antoine est parti vers minuit ?»« Oui, avec ses derniers hommes. Ils avaient l'air inquiets, mais pas paniqués. » Le brigadier prit des notes dans son carnet. « Nous allons interroger ce Roussel et ses associés. Tu sais où il loge ? Roussel a une villa près des Salins. Quant aux Parisiens, je ne sais pas. Ils ne sont pas restés à l'auberge. » Très bien, nous verrons ça. En attendant, tiens-toi à notre disposition. Nous aurons sûrement d'autres questions. Bastien acquiesça et continua sa route vers l'étang du Fangassier. Il y trouva un attroupement de gardiens et de sauniers qui discutaient à voix basse autour de l'endroit où avait été découvert le corps d'Antoine. La dépouille avait été emportée, mais on distinguait encore les traces de la lutte dans les roseaux piétinés. « Salut Bastien !» le héla Henri Marchand, un saunier qui travaillait pour Roussel. « Sacré gâchis, cette histoire. »
Antoine était un brave homme, même s'il avait le sang chaud. « Tu étais où cette nuit, Henri ?» demanda Bastien d'un ton apparemment innocent. « Chez moi, avec ma femme et mes gosses. »« Pourquoi ?»« Pour rien, simple curiosité. » Mais Bastien avait remarqué que Henri évitait son regard et que ses mains tremblaient légèrement. Or, Henri Marchand était connu pour être l'un des hommes de confiance de Roussel, celui qui connaissait tous ses secrets. « Henri, reprit Bastien en se rapprochant, tu n'aurais pas vu Jules Fontaine par hasard? Il a disparu cette nuit. » Cette fois, Henri pâlit visiblement. « Jules? Non, non, je l'ai pas vu. Pourquoi il aurait disparu? C'est bien ce que j'aimerais savoir. » Bastien observa attentivement les réactions d'Henri. L'homme était visiblement mal à l'aise, jetant des regards furtifs vers les salins de Roussel. « Henri, si tu sais quelque chose, il vaut mieux que tu parles maintenant. Les gendarmes ne vont pas tarder à poser des questions, et il vaut mieux être du bon côté de la vérité. » Henri hésita, puis secoua la tête. « Je sais rien, Bastien. »« Rien du tout. » Mais son ton manquait de conviction. Bastien décida de ne pas insister pour le moment, mais il gardait Henri Marchand dans sa liste de témoins potentiels. Il quitta le groupe et se dirigea vers les Sansuires où Jules était censé avoir vérifié les clôtures. Cette partie de la Camargue était particulièrement sauvage, avec ses étendues de terre salée où ne poussaient que quelques plantes résistantes. C'était aussi un endroit idéal pour faire disparaître un corps. Après 2 heures de recherche minutieuse, Bastien finit par trouver ce qu'il redoutait. Dans un petit bois de tamaris, à demi dissimulé par des branchages, gisait le corps de Jules Fontaine. Le jeune homme avait été tué d'un coup de couteau, exactement comme Antoine Girard. Bastien sentit la nausée le prendre. 2 morts en une nuit, tous 2 tués de la même manière, tous 2 impliqués dans l'incident de la veille. Il n'y avait plus aucun doute possible. Quelqu'un s'était chargé d'éliminer les témoins gênants. Il courut chercher les gendarmes et les ramena sur les lieux. Le brigadier Reynaud examina le corps avec attention. Même méthode que pour Girard, constata-t-il. Un seul coup, bien placé, entre les omoplates. L'assassin savait ce qu'il faisait. Un professionnel ? Demanda Bastien. Possible. Ou quelqu'un qui a l'habitude de tuer. En tout cas, pas un crime passionnel, c'est trop propre. Reynaud se releva et épousseta ses genoux. Bastien, cette histoire devient très grave. 2 morts dans la même nuit, tous 2 clients de ton auberge. Je vais avoir besoin que tu me donnes la liste complète de toutes les personnes présentes hier soir. Bien sûr, brigadier. Et je vais interroger ce Roussel dès aujourd'hui, avec ses associés parisiens. Ils retournèrent vers l'auberge, escortant la dépouille de Jules Fontaine. En chemin, ils croisèrent Marcel qui arrivait au galop, ayant appris la nouvelle par un gardien. Le spectacle du père découvrant le corps de son fils fut déchirant. Marcel s'effondra sur la dépouille de Jules, pleurant et maudissant le ciel. Il fallut plusieurs hommes pour l'écarter et l'emmener. « Je le vengerai !» hurlait le vieil homme. « Whoever a fait ça, je le trouverai et je le tuerai de mes propres mains. » Bastien frissonna en entendant ces paroles. La spirale de violence ne faisait que commencer. De retour à l'auberge, il trouva Marie en compagnie de Diego, le chef de la famille gitane. Les 2 hommes l'attendaient dans la cour, l'air sombre. « Bastien, » dit Diego sans préambule, « mes hommes et moi, nous partons. Maintenant. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé cette nuit n'est que le début. Je connais ce genre de situation. Quand des hommes comme ceux d'hier soir décident de nettoyer, ils ne s'arrêtent pas à 2 morts. Tu penses qu'ils vont s'en prendre à d'autres personnes? J'en suis sûr. Et nous, les gitans, nous sommes toujours les premiers suspects quand il y a des problèmes. Il vaut mieux que nous soyons loin quand la situation va dégénérer davantage. » Diego avait raison, et Bastien le savait. Les gitans étaient souvent les boucs émissaires idéaux en cas de trouble. Où allez-vous? En Espagne. Nous avons de la famille là-bas. Nous reviendrons l'année prochaine pour le pèlerinage quand tout sera calmé. Diego fit quelques pas, puis se retourna. Bastien, un conseil d'ami. Ferme ton auberge pendant quelques jours. Va voir ta sœur à Marseille ou n'importe où ailleurs. Cette affaire va mal finir et tu es trop près de l'action pour t'en sortir indemne. Je ne peux pas abandonner mon établissement.
Alors fais très attention à toi et méfie-toi de tout le monde, même de tes amis. Dans ce genre d'histoire, on ne sait jamais qui travaille pour qui. 1 heure plus tard, la famille gitane avait quitté l'auberge, emportant avec elle ses roulottes colorées et ses chevaux. Bastien les regarda s'éloigner avec un serrement de cœur. Diego était un homme sage qui avait beaucoup voyagé. Ses conseils méritaient d'être écoutés. Mais Bastien ne pouvait pas abandonner son auberge. C'était toute sa vie, tout ce qu'il avait construit depuis 15 ans. Et puis, il y avait Marie. Il ne pouvait pas la laisser seule dans cette situation. L'après-midi passa dans une ambiance lourde. Les nouvelles des 2 meurtres s'étaient répandues dans toute la région. Et l'auberge ne désemplissait pas de gardiens et de sauniers venus aux nouvelles. Tous étaient choqués par la brutalité des crimes et s'interrogeaient sur l'identité des assassins. Vers 16 heures, le brigadier Reynaud revint, l'air soucieux. « J'ai interrogé Roussel », annonça-t-il à Bastien. « Il prétend être rentré directement chez lui après avoir quitté ton auberge vers 11h30. Sa gouvernante confirme ses dires. Et ses associés parisiens ? Introuvables. Ils ont quitté leur hôtel d'Arles ce matin très tôt sans laisser d'adresse. Roussel prétend qu'ils sont repartis à Paris pour affaires. » Bastien secoua la tête. Trop facile. « Brigadier, vous ne trouvez pas ça suspect que ces hommes partent précipitamment le matin même où l'on découvre 2 cadavres ? Si, bien sûr, mais je n'ai aucune preuve contre eux. Et Roussel affirme qu'ils n'ont pas quitté son domaine de la nuit. Et vous le croyez ? » Reynaud haussa les épaules. Roussel est un notable respecté, malgré ses défauts. Il n'a jamais eu d'ennui avec la justice. Je ne peux pas l'accuser sans preuves solides. Même si ces preuves solides sont peut-être en train de prendre le train pour Paris, mes mains sont liées, Bastien. Je fais ce que je peux avec les moyens dont je dispose. Le brigadier repartit, laissant Bastien avec un sentiment d'amertume et d'injustice. Il était évident que Roussel et ses associés étaient impliqués dans les meurtres, mais l'influence et l'argent du propriétaire des Salins le protégeaient. Le soir tombait sur la Camargue quand Marie vint trouver Bastien dans la cour de l'auberge. « Nous n'avons plus un seul client, dit-elle. Tout le monde a peur de venir ici après ce qui s'est passé. C'est temporaire, répondit Bastien sans conviction. Les gens oublient vite. Non, Bastien, pas cette fois. Cette affaire va marquer la région pour longtemps et nous aussi, nous allons en pâtir. Elle avait raison. L'auberge de la Croix-Camarguaise était désormais associée à la violence et à la mort. Sa réputation mettrait des années à s'en remettre. « Marie, dit-il soudain, Diego avait peut-être raison. Tu devrais partir quelques jours, aller chez ta sœur à Montpellier, le temps que les choses se calment, et te laisser seule. » Marie secoua la tête avec détermination. « Jamais. Nous sommes dans cette histoire ensemble, Bastien. Nous en sortirons ensemble aussi. » Bastien sentit une bouffée d'affection pour cette femme courageuse qui partageait sa vie depuis 10 ans. Marie n'était pas seulement son employée, elle était son pilier, sa confidente, celle qui l'aidait à porter le poids de ses secrets. Car Bastien avait des secrets. Des secrets liés à son passé de gardien, à la vraie raison pour laquelle il avait quitté les manades 15 ans auparavant. Des secrets que personne ne connaissait, pas même Marie. Des secrets qui pourraient bien revenir le hanter si cette affaire continuait à prendre de l'ampleur. La nuit tombait sur la Camargue, apportant avec elle de nouveaux dangers. Quelque part dans les marais, des hommes préparaient peut-être d'autres crimes, et Bastien Mercadier, l'aubergiste de Sainte-Marie-de-la-Mer, se trouvait au centre d'un engrenage de violence qu'il ne contrôlait plus. Il vérifia une dernière fois que toutes les portes et fenêtres de l'auberge étaient bien fermées, et monta dans sa chambre en emportant son fusil. Cette nuit, il ne fermerait pas l'œil. Quelque chose lui disait que le pire était encore à venir. Dehors, les cris des animaux sauvages résonnaient dans l'obscurité, comme un présage funeste. La Camargue gardait ses secrets, mais cette fois, le sang humain avait souillé ses eaux pures. Et quand la terre de Camargue goûte au sang, elle en redemande toujours. L'orage qui couvait depuis des mois allait éclater, et personne ne sortirait indemne de la tempête qui s'annonçait. Le lendemain matin apporta de nouvelles tragiques qui allaient changer à jamais le cours des événements. Bastien fut réveillé par des coups urgents à sa porte.
Cette fois, c'était Henri Marchand, le saunier qui travaillait pour Roussel et qui l'avait interrogé la veille près de l'étang du Fangassier. L'homme était dans un état de panique absolue. Ses vêtements déchirés, le visage tuméfié, du sang séché sur ses lèvres. « Bastien !» haleta-t-il en s'écroulant sur le seuil. « Ils ont tué ma famille, ils ont tué ma femme et mes enfants. » L'aubergiste sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il fit entrer Henri et le soutint jusqu'à une chaise. « Qui a fait ça ?»« Les hommes de Roussel, ses associés parisiens. Ils sont revenus cette nuit. » Henri s'effondra en sanglots convulsifs. Marie, alertée par le bruit, descendit rapidement et apporta de l'eau et des linges pour nettoyer les blessures du malheureux. « Raconte-moi tout !» ordonna Bastien d'une voix ferme. Depuis le début, Henri prit une profonde inspiration et commença son récit d'une voix brisée. « Hier, après ton passage près de l'étang, j'ai eu peur. Tu posais trop de questions et je savais que les gendarmes allaient venir. Alors j'ai décidé de tout avouer à ma femme. » « Avouer quoi ? » La vérité sur les meurtres d'Antoine et de Jules et sur les 3 autres hommes qu'ils ont tués cette nuit. 3 autres. Bastien sentit son sang se glacer. Des sauniers qui travaillaient pour moi. Pierre Cavalier, son frère Louis et le jeune Thomas Blanc. Ils avaient vu les Parisiens rôder près des étangs dans l'après-midi. Morin et ses complices ne pouvaient pas les laisser témoigner. Marie porta sa main à sa bouche horrifiée. « Continue », dit Bastien d'une voix blanche. Roussel m'avait demandé de surveiller les allées et venus autour de son domaine cette nuit-là. Il s'attendait à des complications, comme il disait. Vers 1h du matin, j'ai vu les 3 Parisiens sortir discrètement de la villa. Ils étaient à cheval et se dirigeaient vers les étangs. Tu les as suivis ? De loin, oui. Je voulais savoir ce qu'ils faisaient. Je les ai vus intercepter Antoine près du Fangassier. Il y a eu une discussion. Puis, l'un d'eux, l'homme aux cheveux gris, il a sorti un couteau et... Henri ne put continuer, secoué par les sanglots. « Et Jules ?» pressa Bastien. Jules était plus loin, dans les Sansuires. Il avait dû voir la scène. Il essayait de s'enfuir quand ils l'ont rattrapé. Le plus jeune des Parisiens s'est chargé de lui. « Et tu n'as rien fait ?» Henri leva vers Bastien des yeux rougis par les pleurs et la honte. « Qu'est-ce que je pouvais faire contre 3 hommes armés ? J'ai eu peur, Bastien. J'ai eu peur pour ma famille. » Alors pourquoi avoir tout avoué à ta femme hier soir ? Parce que je n'arrivais plus à dormir, parce que je voyais sans cesse leur visage. Antoine et Jules, ils ne méritaient pas ça. Alors, j'ai décidé de tout raconter à Madeleine, ma femme. Elle m'a dit que nous devions aller voir les gendarmes ce matin. Marie posa sa main sur l'épaule d'Henri. « Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ?» Vers 3h du matin, j'ai entendu des bruits dans la cour. Je me suis levé et j'ai vu les 3 Parisiens qui forçaient la porte de ma maison. L'homme aux cheveux gris m'a dit « Henri, on sait que tu as parlé. Et on sait aussi que tu as vu nos 3 autres accidents de cette nuit. » La voix d'Henri se brisa complètement. « Ils ont égorgé Madeleine et mes 2 petits sous mes yeux. Et avant de partir, ils m'ont dit que Pierre, Louis et Thomas avaient eu des accidents, eux aussi. Mes enfants, Bastien, mes pauvres enfants. Ils n'avaient que 7 et 9 ans. Un silence de mort s'abattit dans l'auberge. Bastien sentit une rage froide l'envahir. Ces hommes avaient dépassé toutes les limites. Tuer des femmes et des enfants pour protéger leurs secrets. Comment as-tu survécu ? Demanda Marie d'une voix blanche. Ils m'ont laissé pour mort après m'avoir battu. Je pense qu'ils voulaient que je survive pour servir d'exemple, pour que les autres sachent ce qui arrive à ceux qui parlent. Où sont-ils maintenant? Je ne sais pas. Ils ont dit qu'ils avaient encore du nettoyage à faire avant de repartir définitivement. Bastien comprit immédiatement. D'autres témoins de la soirée de l'auberge allaient mourir. Peut-être Marcel qui recherchait activement les assassins de son fils. Peut-être d'autres gardiens qui avaient assisté à l'altercation. « Henri, il faut que tu ailles immédiatement voir les gendarmes. Avec ton témoignage, ils pourront arrêter Roussel et lancer des recherches pour retrouver ses complices. » Henri secoua la tête avec amertume. « Tu crois vraiment que le témoignage d'un pauvre saunier va suffire contre un homme comme Roussel? Il a de l'argent, des relations, des avocats, et moi, qu'est-ce que j'ai ?
Rien. Tu as la vérité. La vérité ne pèse pas lourd face à l'or, Bastien. Tu devrais le savoir. » Ces paroles résonnèrent étrangement dans l'esprit de Bastien. Henri le regardait d'une façon particulière, comme s'il savait quelque chose. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais Bastien avait déjà une idée de qui était cet homme mystérieux. 15 ans plus tôt, quand il avait quitté la manade des Bringers après la mort d'Alexandre, il avait remarqué un homme élégant aux funérailles. Un homme qu'il avait regardé avec une insistance troublante. Charles Bringer, le frère aîné d'Alexandre. Celui qui avait hérité du titre de comte et d'un empire financier en ruine. Bastien n'avait jamais revu Charles depuis cette époque, mais il n'avait jamais oublié ce regard. Un regard qui semblait dire « Je sais ». Et maintenant, 15 ans plus tard, cet homme réapparaissait dans sa vie sous une fausse identité. Coïncidence ? Bastien n'y croyait pas une seconde. Bastien, tout le monde sait que tu n'as pas toujours été aubergiste. Avant de racheter cet établissement, tu étais gardienne, un très bon gardien même. Mais personne ne sait vraiment pourquoi tu as quitté les manades si soudainement il y a 15 ans. Le cœur de Bastien se mit à battre plus vite. Il sentit le regard interrogateur de Marie posé sur lui. « Bastien, tout le monde sait que tu n'as pas toujours été aubergiste. Avant de racheter cet établissement, tu étais gardien, un très bon gardien même. Mais il y a 15 ans, quelque chose s'est passé à la manade des Bringers, quelque chose qui t'a forcé à fuir. » Le cœur de Bastien se mit à battre plus vite. Il sentit le regard interrogateur de Marie posé sur lui. « Continue », dit-il d'une voix à peine audible. Henri se pencha vers lui, baissant la voix. « Alexandre Bringer n'est pas mort accidentellement dans les marais, n'est-ce pas, Bastien? Et son frère Charles, le comte Charles Bringer, il n'a jamais cessé de chercher la vérité. » Marie porta sa main à sa bouche. Bastien ferma les yeux, revoyant cette nuit horrible qui avait changé sa vie. « Qu'est-ce que tu sais exactement, Henri ?»« Je sais que Charles Bringer a passé 15 ans à chercher celui qui avait tué son frère. Je sais qu'il a engagé des détectives privés, qu'il a fouillé tous les registres, interrogé tous les témoins. Et je sais qu'il y a 6 mois, il a enfin retrouvé ta trace. » Bastien pâlit. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. « Le comte de Montclair n'existe pas », confirma Henri. « C'est Charles Bringer qui utilise cette identité depuis des années, et toute cette histoire de concession de sel, de millions à gagner, ce n'était qu'un prétexte pour t'attirer dans un piège. » Un long silence s'étira. Puis, d'une voix à peine audible, Bastien répondit « Non, je l'ai tué. » Marie eut un mouvement de recul. Henri hocha la tête gravement. « Je l'ai rattrapé près de l'étang des Impériaux. Il était tellement saoul qu'il tenait à peine sur son cheval. Quand il m'a vu arriver, il a éclaté de rire et m'a dit « Alors, Mercadier, tu viens défendre ta petite nièce ? Elle était pourtant consentante. » La voix de Bastien se durcit. « J'ai vu rouge, j'ai sauté de mon cheval et je l'ai tiré du sien. Nous nous sommes battus. Il était plus jeune que moi, mais l'alcool le rendait maladroit. Je l'ai frappé, il est tombé et sa tête a heurté une pierre. Et après, j'ai paniqué. J'ai traîné son corps jusqu'à l'étang et j'ai fait croire à un accident. Puis, j'ai quitté la région immédiatement. Je ne pouvais pas rester après ça. » Marie s'était approchée de lui et avait posé sa main sur son bras. « Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit ?» « Parce que j'avais honte. Parce que même si Alexandre Bringer était une ordure, je n'avais pas le droit de me faire justice moi-même. » Henri intervint. « Bastien, ce que tu as fait, beaucoup l'auraient fait à ta place. Alexandre Bringer terrorisait toutes les femmes de la région. Tu as juste accéléré le processus. Ça ne justifie pas un meurtre. »« Ah non ? Mais ça explique pourquoi tu comprends si bien la situation actuelle. Toi aussi, tu as tué pour protéger les tiens. La différence, c'est que Roussel et ses associés tuent par cupidité. » Bastien releva la tête et regarda Henri droit dans les yeux. « Pourquoi me raconter tout ça maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu m'aides à les arrêter. Les gendarmes ne feront rien contre Roussel. Mais toi, tu connais cette région comme personne. Tu sais comment traquer un homme dans les marais. Et surtout, tu as déjà tué. Tu sais ce que ça coûte, mais tu sais aussi que parfois, c'est nécessaire. Tu me demandes de devenir un assassin?
Je te demande de m'aider à empêcher d'autres massacres. » Henri se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. « Bastien, ils ont dit qu'ils avaient encore du nettoyage à faire. Marcel Fontaine est en danger. Et peut-être d'autres. Tu veux attendre qu'ils tuent toute la région ?» Marie prit la parole pour la première fois depuis les révélations. « Bastien, Henri a raison sur un point. Les gendarmes ne protégeront personne. Et si ces hommes continuent leur carnage, je sais, coupa Bastien, mais devenir comme eux ne résoudra rien. Tu n'es pas comme eux, explosa Henri. Toi, tu as tué un violeur pour protéger une enfant. Eux, ils tuent des innocents pour s'enrichir. La différence est énorme. Bastien réfléchit longuement. Au fond de lui, il savait qu'Henri avait raison. Les autorités officielles étaient impuissantes face à des hommes comme Roussel. Et si personne n'agissait, d'autres innocents mourraient. « D'accord, dit-il finalement, mais nous faisons ça proprement, pas de massacre aveugle. Nous allons les traquer, les capturer et les livrer aux gendarmes avec les preuves de leurs crimes. Et s'ils résistent, alors nous nous défendrons. » Henri eut un sourire amer. « Tu veux vraiment croire que ça va se passer comme ça? Ces hommes ne se rendront jamais vivants. Ils ont trop à perdre. » Bastien serra les mâchoires. Il savait qu'Henri avait probablement raison, mais il refusait d'accepter que la violence soit la seule solution. « Alors, nous ferons ce qu'il faudra faire, mais d'abord, nous devons les localiser. Tu as une idée d'où ils peuvent se cacher? Roussel possède plusieurs propriétés dans la région, mais s'il était intelligent, il les aurait envoyés loin d'ici après le massacre de cette nuit. »« Non, » intervint Marie. « S'ils ont encore du nettoyage à faire, comme ils l'ont dit, ils ne sont pas partis. Ils se cachent quelque part dans la région, en attendant le bon moment pour frapper à nouveau. » Bastien approuva. Marie avait l'esprit logique, et elle connaissait bien les hommes. « Nous devons prévenir Marcel immédiatement. S'il est sur leur liste, sa vie ne tient qu'à un fil. »« J'y vais, » proposa Henri. « Marcel me connaît. Il m'écoutera. »« Non, trop dangereux. Si ces hommes te voient en vie, ils comprendront que leur mise en scène n'a pas fonctionné. Il vaut mieux que tu restes caché ici. » Bastien se tourna vers Marie. « Toi, va chez Marcel. Dis-lui ce qui s'est passé et ramène-le ici. Nous serons plus forts si nous restons groupés. Et toi? Moi, je vais rendre une petite visite à Roussel. Il est temps qu'il et moi, nous ayons une conversation d'homme à homme. » Marie secoua la tête avec inquiétude. « Bastien, c'est de la folie. S'il est complice de ces meurtres, il peut très bien te faire tuer. Pas en plein jour, et pas dans sa propre maison. Roussel est cupide et sans scrupules, mais il n'est pas stupide. Il ne prendra pas le risque de se compromettre davantage. » Et s'il refuse de parler? Bastien eut un sourire sans joie. « Alors, j'utiliserai des arguments plus persuasifs. » 1 heure plus tard, Bastien chevauchait vers la villa de Fernand Roussel, située au cœur des Salins, sur une légère éminence qui dominait les étendues blanches et les bassins d'évaporation. La demeure était imposante, construite dans le style des mâts provençaux mais avec un luxe ostentatoire qui dénotait dans ce paysage austère. Il attacha son cheval à la grille et actionna la cloche. Un domestique vint lui ouvrir, un homme d'âge mûr, au visage fermé. « Monsieur Roussel n'est pas disponible », annonça-t-il avant même que Bastien ait pu parler. « Dites-lui que Bastien Mercadier souhaite lui parler. C'est urgent. Monsieur Roussel a été très clair. Il ne veut voir personne aujourd'hui. » Bastien posa sa main sur la poitrine du domestique et le repoussa fermement. « Et moi, je suis très clair aussi. J'entre, que Roussel le veuille ou non. » Il traversa le hall d'entrée et se dirigea vers le salon d'où provenaient des voix. Il poussa la porte sans frapper et découvrit Roussel en grande conversation avec un homme qu'il ne connaissait pas, un quinquagénaire élégamment vêtu aux manières raffinées. « Bastien !» s'exclama Roussel en se levant brusquement. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit... » « Tu ne m'avais rien dit du tout, » coupa Bastien. « Nous devons parler, en privé. » L'inconnu regarda alternativement Bastien et Roussel, puis se leva avec distinction. « Je vous laisse, mon cher Fernand. Nous reprendrons notre conversation plus tard. » Il sortit après avoir salué courtoisement Bastien, qui remarqua ses manières aristocratiques et son accent parisien sophistiqué. « Qui était-ce »
demanda Bastien quand ils furent seuls. Le comte de Montclair, un investisseur qui s'intéresse à mes affaires. Mais ce ne sont pas tes oignons. Qu'est-ce que tu veux? Bastien s'avança vers Roussel qui recula instinctivement. Je veux savoir où sont tes 3 associés parisiens, ceux qui étaient avec toi hier soir à l'auberge. Je te l'ai déjà dit, ils sont repartis à Paris ce matin. Menteur. Bastien saisit Roussel par le col et le plaqua contre le mur. Tes associés ont assassiné Henri Marchand et sa famille cette nuit. Sa femme et ses 2 enfants, Roussel, des innocents. Le visage de Roussel devint livide. Tu divagues. Henri va très bien. Je l'ai vu ce matin. Henri est vivant, mais sa famille est morte. Et il m'a tout raconté. Comment tes hommes ont tué Antoine et Jules? Comment ils sont revenus cette nuit pour éliminer le témoin gênant? Roussel tenta de se dégager, mais Bastien resserra sa prise. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mes associés sont... Tes associés sont des tueurs professionnels, et toi tu es complice de meurtre. Lâche-moi, gémit Roussel. Tu n'as aucune preuve. J'ai le témoignage d'Henri, et bientôt j'aurai bien plus que ça. Bastien relâcha Roussel, qui s'effondra dans un fauteuil en se massant le cou. Roussel, je vais te poser une question, et tu vas me répondre franchement. Combien de personnes sont sur leur liste? Quelle liste? La liste des témoins à éliminer. Roussel resta silencieux, mais son regard fuyant trahissait sa peur. Marcel Fontaine? Pressa Bastien. Il est sur la liste, n'est-ce pas? Et qui d'autre? Moi? Marie? Je ne peux pas. Ils me tueraient. Ils te tueront de toute façon. Tu en sais trop. Tu crois vraiment qu'ils vont te laisser en vie après tous ces meurtres? Cette remarque sembla toucher Roussel en plein cœur. Il réalisa soudain qu'il était devenu un témoin gênant au même titre que les autres. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Tu as fait affaire avec le diable, » répondit Bastien. « Mais tu peux encore te racheter. Dis-moi où il se cache, et je ferai en sorte que les gendarmes les arrêtent avant qu'ils ne tuent d'autres innocents. » Roussel hésita longuement, puis « Ils ne se cachent pas. Ils sont à l'hôtel des voyageurs à Sainte-Marie, sous de faux noms. Morin se fait appeler Dubois, Castel s'appelle Martin, et Bertrand utilise le nom de Leroy. » Bastien fronça les sourcils. Cette information ne collait pas avec la version d'Henri. « Tu es sûr qu'ils n'ont pas quitté la région? »« Certains. Ils doivent terminer leur travail avant de partir. »« Quel travail exactement ?» Roussel baissa la tête, accablé. « Éliminer tous les témoins de la soirée de ton auberge. Et aussi... » « Aussi quoi ? Aussi s'occuper de toi et de ta gouvernante. Vous en savez trop. » Bastien sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Marie était en danger de mort et elle l'ignorait totalement. « Quand ? » ?»« Ce soir. Il compte s'introduire dans ton auberge pendant la nuit et... » Roussel ne termina pas sa phrase, mais Bastien comprit. « Salaud !» explosa-t-il en giflant violemment Roussel. « Tu savais qu'ils allaient nous tuer et tu n'as rien dit. »« J'ai peur, » gémit Roussel. « Tu ne comprends pas, ces hommes sont des monstres. Ils ont tué les enfants d'Henri comme on égorge des agneaux. Et pourquoi ils font ça? Pour quelques hectares de marais salants? Tu ne comprends pas. » Roussel se leva et se dirigea vers son bureau. Il en sortit un dossier qu'il tendit à Bastien. « Regarde ce que représentent ces terres. » Bastien ouvrit le dossier et découvrit des cartes détaillées de la région, des rapports géologiques, des estimations financières. Les chiffres étaient astronomiques. « 50 millions de francs, » murmura-t-il en lisant les documents. « C'est ce que valent les concessions de sel si on les exploite industriellement. Avec les nouvelles techniques d'extraction et la liaison ferroviaire, la Camargue peut devenir l'une des plus importantes régions productrices de sel d'Europe. » Bastien comprenait maintenant l'ampleur des enjeux. 50 millions de francs. Une fortune qui justifiait tous les crimes aux yeux d'hommes sans scrupules. Et tes associés parisiens? Des investisseurs liés à la Compagnie universelle du canal de Suez. Ils ont besoin de capitaux énormes pour leurs projets, et le sel de Camargue représente une manne inespérée. Alors, ils éliminent tous ceux qui peuvent s'opposer à leur plan. Antoine Girard possédait les droits de pâturage sur les meilleures zones d'exploitation.
Jules était son héritier potentiel. Marcel Fontaine a des concessions héritées de son père. Tous ceux qui ont assisté à l'altercation de ton auberge sont des témoins gênants. Bastien referma le dossier, écœuré. Et toi, quel est ton rôle dans cette histoire? J'étais censé racheter légalement toutes les concessions en utilisant mes relations locales, mais certains propriétaires refusaient de vendre. Alors mes associés ont décidé d'utiliser des méthodes plus radicales. Tu es complice de tous ces meurtres. Je ne savais pas qu'ils iraient si loin. Je pensais qu'ils se contenteraient de quelques pressions, peut-être d'un ou deux accidents. Mais massacrer des familles entières... Roussel s'effondra dans son fauteuil, les mains dans les cheveux. Je suis devenu un monstre, Bastien. J'ai vendu mon âme au diable pour de l'argent. Il est encore temps de te racheter. Aide-moi à les arrêter. Comment? Ils sont 3, armés et entraînés au meurtre. Nous ne sommes que 2 hommes ordinaires. Nous ne sommes pas seuls. Henri Marchand est avec nous. Et Marcel, si Marie a réussi à le convaincre. Et puis, nous connaissons le terrain mieux qu'eux. Roussel releva la tête, un espoir timide dans les yeux. Tu crois vraiment que nous pouvons les vaincre? Je crois surtout que nous n'avons pas le choix. C'est eux ou nous, et beaucoup d'autres innocents, si nous échouons. Bastien se dirigea vers la porte puis se retourna. Roussel, une dernière chose. Le comte de Montclair, qui était là tout à l'heure, il fait partie du complot? Non, répondit Roussel après une hésitation. Lui, c'est autre chose. Il s'intéresse à mes salins, mais pour d'autres raisons. Plus personnelles. Quel genre de raisons personnelles? C'est compliqué. Une vieille histoire de famille. Ça n'a rien à voir avec les meurtres. Bastien haussa les épaules. Pour l'instant, seuls les 3 tueurs l'intéressaient. Très bien. Rendez-vous ce soir à mon auberge, 1 heure avant la tombée de la nuit. Et Roussel? Oui, si tu nous trahis, si tu préviens tes associés, je te jure que tu ne verras pas le lever du soleil. Bastien quitta la villa et remonta à cheval. Il avait obtenu les informations qu'il cherchait, mais la situation était encore plus grave qu'il ne l'imaginait. 3 tueurs professionnels contre quelques hommes ordinaires. Les chances de survie étaient minces. En chevauchant vers son auberge, il repensa aux révélations de la matinée. Sa conversation avec Henri avait fait remonter à la surface des souvenirs qu'il avait enfouis depuis 15 ans. Le visage d'Alexandre Bringer, cette nuit fatale près de l'étang des Impériaux, sa nièce Marguerite en pleurs. Il avait tué une fois pour protéger un innocent. Serait-il capable de recommencer? Et surtout, avait-il le droit de demander à d'autres de tuer avec lui? Car il ne se faisait aucune illusion. La confrontation avec les 3 Parisiens ne se terminerait pas par des arrestations en douceur. Ce serait un combat à mort, sans pitié ni quartier. En arrivant à l'auberge, il trouva Marie, Marcel et Henri en grande discussion dans la cuisine. L'atmosphère était tendue, chargée d'électricité. « Alors ?» demanda Marie dès qu'il entra. Roussel a parlé. Ils sont 3, ils logent à l'hôtel des voyageurs sous de faux noms et ils comptent nous attaquer cette nuit. Marcel serra les poings. Parfait, nous savons où les trouver. Allons-y immédiatement. Non, dit Bastien fermement. Ils sont armés et entraînés. Les attaquer dans un hôtel en plein jour, ce serait du suicide. Alors quoi? Nous attendons qu'ils viennent nous égorger dans nos lits. Nous leur tendons un piège, ici, sur notre terrain. Bastien déploya une carte de la région sur la table de la cuisine. L'auberge est entourée de marais et d'étangs. Il n'y a que 2 chemins d'accès, la route principale et le sentier qui vient des Salins. Nous pouvons contrôler ces 2 voies. Et après? Demanda Henri. Nous les laissons entrer, puis nous les prenons en tenaille. Marie et Henri resteront cachés à l'étage avec des fusils. Marcel et moi, nous nous posterons dehors, de chaque côté de l'auberge. Quand ils seront à l'intérieur, nous refermerons le piège. « Et si ça tourne mal ?» demanda Marie. Bastien la regarda gravement. « Si ça tourne mal, nous mourrons. Mais au moins, nous mourrons en nous défendant, et non comme des moutons à l'abattoir. » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Chacun mesurait l'énormité de ce qui les attendait. « Il y a une autre solution, » dit soudain Henri. «
Laquelle? Nous enfuir, quitter la région cette nuit même, aller en Espagne ou en Italie, et laisser ces monstres continuer leur carnage? Explosa Marcel. Jamais. Marcel a raison, appuya Bastien. Si nous fuyons, ils trouveront d'autres victimes, d'autres familles comme celle d'Henri. Alors c'est décidé, conclut Marie. Nous nous battons. L'après-midi s'écoula dans les préparatifs. Bastien et Marcel vérifiaient les armes et les munitions, choisissaient les positions de tir, planifiaient chaque détail de leur embuscade. Marie et Henri préparaient l'étage, barricadant les fenêtres et aménageant des postes d'observation. Vers 6 heures, Roussel arriva comme convenu. Il était pâle, nerveux, mais semblait déterminé à aller jusqu'au bout. « Ils sont partis de l'hôtel il y a 1 heure », annonça-t-il. « Ils ont dit au propriétaire qu'ils rentraient à Paris ce soir. Mais j'ai vu qu'ils prenaient la direction des Marais. Combien de temps avant qu'ils arrivent? 1 heure, peut-être 2? Ils vont sûrement attendre la nuit noire ?» Bastien distribua les dernières consignes. Chacun connaissait son rôle, sa position, ses objectifs. Il ne restait plus qu'à attendre. Le soleil se couchait sur la Camargue, embrasant le ciel d'or et de pourpre. Les flamants roses rentraient vers leur dortoir et le silence s'installait progressivement sur les étangs. C'était l'heure où la nature se préparait à la nuit, où les prédateurs sortèrent de leur cachette. Cette nuit, les prédateurs auraient des visages humains. Et pour la première fois depuis 15 ans, Bastien Mercadier allait peut-être devoir retuer pour protéger ceux qu'il aimait. La guerre venait de commencer. Et dans cette guerre, il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu, seulement des survivants et des morts. La nuit était tombée sur la Camargue comme un linceul noir, étouffant tous les bruits habituels de cette terre sauvage. Seul le clapotis de l'eau contre les berges et le cri lointain d'un héron venaient troubler le silence oppressant qui pesait sur l'auberge de la Croix camarguaise. Bastien était tapi dans les roseaux, à une 50aine de mètres de son établissement, son fusil de chasse serré entre ses mains moites. De sa position, il pouvait surveiller la route principale et donner l'alerte en cas d'approche suspecte. Marcel Fontaine était posté de l'autre côté, près du sentier des Salins, armé d'un vieux mousquet qui avait appartenu à son père. À l'étage de l'auberge, Marie et Henri montaient la garde derrière les volets entrebâillés, leurs armes pointées vers l'extérieur. Roussel se tenait dans la cuisine, apparemment calme, mais Bastien ne lui faisait qu'à moitié confiance. L'homme était lâche et imprévisible. Les heures s'écoulaient avec une lenteur insupportable. 10 heures, 11 heures, toujours rien. Bastien commençait à se demander si les tueurs n'avaient pas finalement décidé de quitter la région quand un bruit presque imperceptible lui fit dresser l'oreille. Un cheval. Au loin, sur la route. Mais pas le martèlement régulier d'un cavalier pressé. Non, quelque chose de plus furtif, de plus calculé, quelqu'un qui avançait en prenant soin de faire le moins de bruit possible. Bastien imita le cri de la chouette, signal convenu pour prévenir ses complices. La réponse de Marcel lui parvint aussitôt, confirmant qu'il avait entendu lui aussi. 2 ombres apparurent dans la pénombre, se déplaçant avec la souplesse de prédateurs expérimentés. Bastien reconnut les silhouettes de 2 des Parisiens, l'homme aux cheveux gris, Morin, et le plus jeune, Bertrand. Ils avaient laissé leurs chevaux en retrait et approchaient à pied. Mais où était le 3e? Castel? La réponse vint quelques minutes plus tard sous la forme d'une ombre qui se glissait le long du sentier des Salins. L'homme avait contourné l'auberge pour attaquer par l'arrière, espérant prendre les défenseurs à revers. Bastien sourit grimement. Le piège fonctionnait parfaitement. Les 3 tueurs se dirigeaient droit vers l'auberge, convaincus d'avoir l'effet de surprise. Ils ignoraient qu'ils étaient observés et que leur mouvement était prévu. Morin et Bertrand atteignirent la cour de l'auberge. Bastien les vit sortir leurs couteaux, ces armes silencieuses qu'ils maniaient avec tant d'habileté. Ils se dirigèrent vers la porte principale, tandis que Castel approchait de la porte de la cuisine. C'était le moment critique. Dans quelques secondes, les tueurs allaient pénétrer dans l'auberge et découvrir que leur proie les attendait. Il fallait agir maintenant. Bastien visa soigneusement Morin et pressa la détente. La détonation déchira le silence nocturne, et l'homme aux cheveux gris
s'effondra en poussant un cri de douleur. Touché à l'épaule, il n'était pas mort, mais hors de combat. Immédiatement, Marcel tira sur Castel, qui tentait de forcer la porte de la cuisine. Le coup l'atteignit en pleine poitrine, et le tueur s'écroula sans un bruit. Restait Bertrand, le plus jeune, qui avait plongé derrière un tas de bois dès les premiers coups de feu. Bastien le vit ramper vers l'auberge, cherchant un abri d'où riposter. « Bastien !» cria soudain Marie depuis l'étage. « Attention, il y en a un autre !» En effet, une quatrième silhouette venait d'apparaître près des écuries. Comment avait-il pu se tromper sur le nombre d'assaillants? À moins que... « Roussel !» hurla Bastien. « Tu nous as trahis !» Mais aucune réponse ne vint de la cuisine. L'aubergiste comprit immédiatement. Roussel avait fui par la porte arrière pour rejoindre ses complices, ou pire, il était peut-être de mèche avec eux depuis le début. La situation venait de basculer dramatiquement. Au lieu de 3 contre 5, il se retrouvait 3 contre 4, et l'un des assaillants était maintenant à l'intérieur de l'auberge. Un coup de feu éclata à l'étage, suivi d'un cri de Marie. Henri riposta immédiatement, mais Bastien entendit le bruit d'une lutte au premier étage. « Marie !» cria-t-il en sortant de sa cachette. « Reste où tu es !» répondit la voix d'Henri. « On s'en occupe. » Mais Bastien ne pouvait pas rester immobile pendant que Marie était en danger. Il courut vers l'auberge, esquivant les coups de feu de Bertrand, qui s'était trouvé un poste de tir derrière la margelle du puits. En arrivant près de la porte principale, il découvrit Morin qui tentait de se relever malgré sa blessure. L'homme aux cheveux gris avait perdu beaucoup de sang, mais il tenait encore son couteau et ses yeux brillaient d'une haine féroce. « Mercadier !» siffla-t-il. « Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? C'est fini, Morin. Tes complices sont morts ou blessés. Rends-toi. » Morin éclata d'un rire sinistre. « Tu ne comprends rien, pauvre imbécile. Nous ne sommes que le début. D'autres viendront après nous. La compagnie universelle ne renonce jamais. » Il se jeta sur Bastien malgré sa blessure, le couteau levé. L'aubergiste esquiva et frappa Morin au visage avec la crosse de son fusil. L'homme s'effondra définitivement. Au même moment, Marcel apparut en courant. « Castel est mort », annonça-t-il. « Mais il y a du mouvement à l'étage. Et j'ai vu Roussel filer vers les marais avec quelqu'un d'autre. » Quelqu'un d'autre? Un homme élégant, bien habillé. Je n'ai pas pu voir son visage. Bastien fronça les sourcils. L'homme élégant, le comte de Montclair, mais Roussel avait affirmé qu'il n'était pas impliqué dans les meurtres. Un nouveau coup de feu éclata à l'étage, suivi d'un silence inquiétant. « Marie! Henri !» appela Bastien. « Ça va ?» répondit la voix d'Henri, mais elle semblait faible. « Le type est touché, mais il s'est barricadé dans une chambre. » Et Marie, blessée au bras, mais rien de grave. Bastien poussa un soupir de soulagement. Marie était vivante. « Marcel, reste ici et surveille Morin. S'il bouge, assomme-le. Moi, je monte régler le problème du 4e homme. Et Bertrand, il est toujours derrière le puits. On s'occupera de lui après. » Bastien gravit l'escalier 4 à 4, son fusil rechargé à la main. Il trouva Henri tapi derrière l'angle du couloir, une traînée de sang sur le sol, indiquant qu'il était blessé. « Où est-il » murmura Bastien. « Dans la chambre du fond. Il a une arme à feu et il n'a plus rien à perdre. »« Et Marie ?»« Dans notre chambre, à l'autre bout du couloir. Elle va bien. » Bastien s'approcha de la porte derrière laquelle s'était retranché l'assaillant. Il colla son oreille au battant et entendit une respiration saccadée. L'homme était blessé et affolé. « Hé !» cria-t-il. « Tu es cerné, sors avec les mains en l'air. »« Va au diable !» répondit une voix jeune. Bertrand. Il avait réussi à monter à l'étage sans être vu. Tes complices sont morts ou hors de combat, tu n'as aucune chance. Alors je mourrai, mais je ne mourrai pas seul. Bastien comprit que le jeune tueur était résolu à vendre chèrement sa peau. Il fallait trouver un moyen de l'amadouer ou de le neutraliser sans risquer de nouvelles victimes. « Écoute-moi, » reprit-il. « Je ne sais pas ce qu'on t'a promis, mais ça ne vaut pas la peine de mourir. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. »« Ma vie ?» ricana Bertrand. « Tu sais ce que c'est que ma vie ?
Grandir dans les bas-fonds de Belleville, voler pour manger, tuer pour survivre. Au moins, avec la compagnie, j'avais une chance de devenir riche. Et maintenant, qu'est-ce que tu as gagné? Un silence, puis « Maintenant, je n'ai plus rien, mais toi non plus, tu n'auras rien. » Bastien entendit un bruit métallique. L'homme préparait quelque chose. « Henri, » chuchota-t-il, « il faut qu'on entre dans cette chambre. »« Comment ? Il va nous tirer dessus dès qu'on ouvrira la porte. » « Pas si on passe par la fenêtre. Cette chambre donne sur le toit de l'écurie. » Henri secoua la tête. « Impossible. Je suis blessé à la jambe. Je ne pourrai jamais grimper. »« Alors, reste ici et fais du bruit. Moi, je passe par l'extérieur. » Bastien redescendit rapidement et sortit dans la cour. Marcel était toujours en train de surveiller Morin, qui gémissait de douleur, mais ne bougeait plus. « Marcel !» appela-t-il. « Tu as vu où est passé l'autre, celui qui était derrière le puits. Il a disparu. Je pense qu'il a filé vers les marais, comme Roussel. Étrange. Pourquoi Bertrand aurait-il abandonné son complice blessé dans la chambre? À moins que... » Bastien leva les yeux vers la façade de l'auberge et comprit son erreur. Il n'y avait qu'un seul homme à l'étage, Bertrand. L'homme qu'avait vu Marcel près des écuries était reparti, probablement pour rejoindre Roussel. Il grimpa sur le toit de l'écurie avec la souplesse de ses années de gardien. De là, il pouvait atteindre la fenêtre de la chambre où s'était retranché Bertrand. Il avança prudemment sur les tuiles glissantes, son fusil en bandoulière. Arrivé à la fenêtre, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Bertrand était accroupi près de la porte, un revolver à la main, guettant le couloir. Il ne regardait pas vers la fenêtre. Bastien brisa la vitre d'un coup de crosse et bondit dans la chambre. Bertrand se retourna, surpris, mais Bastien était déjà sur lui. Les deux hommes luttèrent violemment, roulant sur le plancher. Le jeune tueur était agile et désespéré, mais Bastien avait l'avantage du poids et de l'expérience. Après une lutte acharnée, il parvint à désarmer son adversaire et à l'immobiliser. « C'est fini !» halta-t-il en maintenant Bertrand au sol. « Tu es pris !» Le jeune homme le regarda avec une haine pure. « Tu crois avoir gagné ? Tu ne sais rien. Nous ne sommes que des exécutants. Les vrais responsables sont intouchables. »« Qui ?» pressa Bastien. « Qui donne les ordres ? Des hommes que tu ne peux même pas imaginer. Des banquiers, des ministres, des aristocrates. La compagnie universelle du canal de Suez contrôle la moitié de l'Europe. » Henri apparut dans l'embrasure de la porte, claudiquant mais souriant. « Tout va bien ? » ?»« Oui, aide-moi à l'attacher. Nous l'emmènerons aux gendarmes demain matin. » Ils ligotèrent solidement Bertrand, qui continuait à proférer des menaces et des malédictions. Puis Bastien alla voir Marie dans leur chambre. Elle était assise sur le lit, un linge ensanglanté autour du bras gauche, mais ses yeux brillaient de soulagement. « Comment te sens-tu ?»« Ça va, ce n'est qu'une égratignure. Et toi ?»« Fatigué, mais vivant. » Ils s'embrassèrent tendrement, heureux d'avoir survécu à cette nuit d'épouvante. « Bastien, » murmura Marie, « qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant, nous allons livrer ces hommes à la justice, et nous allons essayer de reprendre une vie normale. Tu crois que c'est possible ?» Bastien regarda par la fenêtre vers les marais obscurs où avaient fui Roussel et son mystérieux complice. « Je l'espère. Mais j'ai le sentiment que cette histoire n'est pas terminée. » Il avait raison. Dans les marais de Camargue, une confrontation finale se préparait. Une confrontation qui allait révéler la véritable ampleur du complot et l'identité du véritable cerveau de tous ces crimes. Car Fernand Roussel n'était qu'un pion dans un jeu qui le dépassait. Et l'homme qui l'accompagnait maintenant dans sa fuite était bien plus dangereux que tous les tueurs de la compagnie universelle réunis. Le comte de Montclair avait ses propres raisons d'être en Camargue, des raisons qui remontaient à 15 ans en arrière au meurtre d'Alexandre Bringer. Des raisons qui allaient bientôt rattraper Bastien Mercadier et le forcer à affronter les démons de son passé. Car le comte de Montclair n'était autre que Charles Bringer, le frère d'Alexandre, celui que Bastien avait tué 15 ans auparavant. Et il était venu en Camargue pour une seule chose, se venger. La nuit était loin d'être terminée, et les secrets les plus sombres allaient enfin être révélés. L'aube grise se levait sur les marais de Camargue quand Bastien, accompagné de Marcel et du brigadier Reynaud qui était arrivé avec ses hommes,
se lança sur les traces de Roussel et de son mystérieux complice. Ils avaient laissé Henri pour garder Bertrand et soigner Marie, dont la blessure au bras nécessitait des soins attentifs. Les traces dans la boue humide étaient faciles à suivre. 2 hommes à cheval, se dirigeant vers les étendues les plus sauvages de la Camargue, là où les marais se perdent dans les brumes matinales et où seuls les oiseaux sauvages osent s'aventurer. « Ils vont vers la tour Carbonnière », observa Marcel en examinant les empreintes. « Il y a là-bas une vieille tour abandonnée qui date du Moyen-Âge. Un endroit parfait pour se cacher où... » Il ne termina pas sa phrase, mais Bastien comprit. Un endroit parfait pour un dernier combat. Ils chevauchèrent en silence à travers les Sansuires, ces étendues de terre salée où ne poussent que quelques plantes résistantes. Le paysage était d'une beauté sauvage et mélancolique, avec ses étangs aux eaux roses, peuplés de flamands, ses chevaux blancs, galopant en liberté, et ses taureaux noirs paissant tranquillement. Mais ce matin-là, cette beauté semblait entachée par la violence des événements de la nuit. Le sang avait coulé sur cette terre ancestrale, et l'écho des coups de feu résonnait encore dans l'esprit de Bastien. « Brigadier, dit-il soudain, il faut que vous sachiez quelque chose. Cette affaire est beaucoup plus importante qu'un simple conflit local pour des terres de pâturage. » « Comment ça ? Les hommes que nous avons capturés cette nuit ne sont que des exécutants. Ils travaillent pour des gens très puissants à Paris, des banquiers liés au canal de Suez. Il y a des millions en jeu. » Le brigadier Reynaud siffla entre ses dents. « Des millions ? Vous êtes sûr ? » ?»« Certains, j'ai vu les documents chez Roussel. 50 millions de francs, c'est ce que peuvent rapporter les concessions de sel si on les exploite industriellement. Bon sang, ça explique pourquoi ils étaient prêts à tuer autant de monde. Et ça explique aussi pourquoi cette histoire n'est pas terminée, ajouta Marcel sombrement. Des gens capables de dépenser une fortune pour tuer ne vont pas abandonner parce que 3 de leurs hommes ont échoué. Ils approchèrent de la tour Carbonnière, cette ancienne fortification qui gardait autrefois l'entrée des salines de Pécaïs. La tour se dressait comme un doigt de pierre pointé vers le ciel, solitaire et majestueuse dans l'immensité des marais. « Attention !» murmura le brigadier en stoppant son cheval. « Je vois de la fumée, il y a quelqu'un là-haut. » En effet, une mince colonne de fumée s'élevait des ruines au sommet de la tour. Quelqu'un avait allumé un feu, peut-être pour se réchauffer, peut-être comme signal. « Nous allons les encercler, » décida Reynaud. « Marcel, vous prenez 2 hommes et vous contournez par l'ouest. Mercadier et moi, nous approchons par l'est. Personne ne tire sans mon ordre. » Ils mirent pied à terre et s'approchèrent de la tour en rampant à travers les roseaux. Bastien sentait son cœur battre la chamade. Bientôt, il allait connaître l'identité de l'homme mystérieux qui accompagnait Roussel. Et quelque chose lui disait que cette révélation ne lui plairait pas. Arrivés au pied de la tour, ils entendirent des voix qui venaient du sommet. 2 hommes qui discutaient, leurs paroles portées par le vent matinal. « Ne pouvez plus reculer, Fernand. Après ce qui s'est passé cette nuit, vous êtes grillé. La seule solution, c'est de disparaître. Mais mes affaires, ma fortune, je ne peux pas tout abandonner. » « Votre fortune ?» La seconde voix éclata d'un rire méprisant. « Vous n'avez jamais eu de fortune, pauvre imbécile. Vous n'étiez qu'un prête-nom, un homme de paille. Maintenant que vous avez échoué, vous ne valez plus rien. » Bastien fronça les sourcils. Cette seconde voix lui disait quelque chose, mais il n'arrivait pas à l'identifier. « Montez !» ordonna le brigadier à voix basse. Mais prudemment. Ils escaladèrent l'escalier en colimaçon qui menait au sommet de la tour, leurs armes prêtes. Les marches de pierre étaient usées par les siècles et glissantes d'humidité. Arrivés au dernier palier, ils entendirent distinctement la conversation qui se poursuivait. « Charles, je vous en prie, nous sommes associés depuis des années, vous ne pouvez pas m'abandonner maintenant. »« Charles !» murmura le brigadier. « Qui est ce Charles ?» Mais Bastien avait déjà compris. Charles Bringer, le frère d'Alexandre, celui qu'il avait tué 15 ans auparavant. Le comte de Montclair n'était autre que Charles Bringer, venu en Camargue pour se venger. Il fit signe au brigadier d'attendre et se redressa lentement pour jeter un coup d'œil par-dessus le dernier mur. Ce qu'il vit le figea sur place.
Roussel était agenouillé au centre de la plateforme circulaire qui couronnait la tour, les mains liées dans le dos. En face de lui se tenait un homme de 50 ans environ, élégamment vêtu, au visage aristocratique, mais marqué par une haine froide, Charles Bringuer, plus âgé, plus dur que dans les souvenirs de Bastien, mais indéniablement lui. Le frère de l'homme qui l'avait tué. Et Charles tenait un pistolet pointé sur la tête de Roussel. « Vous comprenez, Fernand ?» disait-il d'une voix glaciale. « Votre utilité touche à sa fin. Mais nos affaires, nos projets, » gémit Roussel. « Nos affaires ?» Charles Bringuer eut un sourire méprisant. « Il n'y a jamais eu d'affaires, pauvre imbécile. Juste une mascarade pour attirer Mercadier dans mes filets. Quoi? Mais les millions, les investissements, de la fumée. Vous n'avez été qu'un appât, Fernand. Un appât très efficace, je dois l'admettre. » Roussel comprenait enfin l'ampleur de la manipulation dont il avait été victime. « Vous m'avez utilisé depuis le premier jour. Votre cupidité et votre lâcheté en faisaient l'instrument parfait. Maintenant, vous allez mourir et Mercadier sera accusé de votre meurtre. Ma vengeance sera complète. » Bastien sentit ses jambes faiblir. Ainsi, toute cette histoire de concession de sel, de tueurs parisiens, de millions en jeu, tout cela n'était qu'une mise en scène élaborée pour l'attirer dans un piège. « Vous avez organisé tout ça pour me compromettre ?» murmura-t-il sans s'en rendre compte. Charles Bringuer se retourna vivement, le pistolet toujours à la main. « Tiens, Bastien Mercadier en personne, ou devrais-je dire, le meurtrier de mon frère. » Le brigadier Reynaud et ses hommes émergèrent à leur tour sur la plateforme, armes au poing. « Personne ne bouge !» ordonna-t-il. « Posez cette arme !» Mais Charles ne baissa pas son pistolet. Au contraire, il le pointa vers Bastien. « Brigadier, permettez-moi de vous présenter un criminel recherché depuis 15 ans. Cet homme a assassiné Alexandre Bringuer, héritier d'une des plus grandes fortunes de Provence. »« C'est faux !» protesta Bastien. Alexandre Bringuer était un violeur, il s'en prenait aux jeunes filles. J'ai voulu l'arrêter et il y a eu une bagarre, sa mort était accidentelle. Mensonge, cracha Charles. Mon frère était un homme honorable, vous l'avez tué pour le voler. Le voler? Bastien éclata d'un rire amer. Votre honorable frère avait violé ma nièce, une gamine de 15 ans, et il s'en vantait. Encore des mensonges. Non, la vérité. Une vérité que vous refusez d'accepter parce qu'elle ternirait l'image que vous avez de votre frère. Le brigadier Reynaud regardait alternativement les deux hommes, ne sachant plus qui croire. « Messieurs, calmez-vous. Nous allons éclaircir cette affaire, mais posez d'abord vos armes. »« Jamais !» hurla Charles. « Cet homme a détruit ma famille. À cause de lui, nos propriétés ont été vendues pour payer les dettes d'Alexandre. À cause de lui, j'ai tout perdu, ma fortune, mon rang, ma fiancée. J'ai dû m'exiler à l'étranger, vivre de petits expédients. Et alors vous avez monté cette mascarade ? Demanda Bastien. Tous ces morts, toutes ces familles détruites pour assouvir votre vengeance. Charles eut un sourire diabolique. Brillant, n'est-ce pas ? J'ai rencontré Roussel il y a 2 ans à Paris. Il cherchait des investisseurs pour ses projets d'extension des Salins. J'ai compris immédiatement le parti que je pouvais tirer de ses ambitions. Vous l'avez manipulé comme un pantin. Je lui ai fait miroiter des millions de profits. J'ai fait appel à de vrais tueurs de la compagnie universelle pour éliminer ses concurrents. Et j'ai orchestré la soirée de votre auberge pour que vous soyez tous présents ensemble. Roussel, toujours agenouillé, gémissait de terreur en comprenant qu'il avait été dupé depuis le début. « Mais pourquoi tuer tant d'innocents ?» demanda le brigadier Reynaud, horrifié par ces révélations. « Parce qu'il fallait que Mercadier soit accusé de tous ces crimes. Plus il y aurait de morts, plus sa culpabilité paraîtrait évidente. »« Vous êtes fou !» explosa Marcel, qui venait d'arriver avec ses hommes. « Complètement fou. »« Fou ?» Charles éclata de rire. « Non, juste patient. Et maintenant, le moment est venu de conclure. » Il braqua son arme vers Bastien. « Adieu, assassin, tu vas enfin payer pour le meurtre de mon frère. » Mais au moment où il allait presser la détente, Roussel, dans un sursaut de courage désespéré, se jeta sur ses jambes. «
Le coup partit mais rata sa cible. Bastien bondit sur Charles et les deux hommes roulèrent sur le sol de pierre. Le pistolet leur échappa et glissa vers le bord de la plateforme. « Arrêtez !» cria le brigadier, mais il ne pouvait pas tirer sans risquer de toucher Bastien. Les deux hommes luttaient avec l'énergie du désespoir. Charles était plus âgé, mais animé d'une haine qui décuplait ses forces. Bastien était plus robuste, mais handicapé par 15 années de remords qui l'avaient rongé. « Ah, tu as détruit ma vie !» hurlait Charles en tentant d'étrangler Bastien. « Ma vie, ma famille, tout !»« Votre frère était un monstre !» répliquait Bastien en tentant de se dégager. « Il méritait de mourir. »« Mensonge, mensonge !» Soudain, Charles réussit à saisir un morceau de pierre détaché du mur. Il le leva au-dessus de la tête de Bastien. « Maintenant, tu vas mourir comme mon frère est mort !» Mais Marcel, qui s'était approché discrètement, l'assomma d'un coup de crosse de fusil. Charles s'effondra, inconscient. Bastien se releva péniblement, le visage ensanglanté mais vivant. « C'est fini !» dit-il simplement. « Oui !» répondit le brigadier Reynaud en passant les menottes à Charles Bringuer. « Cette fois, c'est vraiment fini. » Mais en regardant le soleil qui se levait sur la Camargue, Bastien savait que les cicatrices de cette nuit mettraient longtemps à se refermer. Trop de sang avait coulé, trop de vies avaient été brisées. Dans les semaines qui suivirent, la vérité éclata au grand jour. Charles Bringuer fut jugé et condamné aux travaux forcés à vie pour les multiples meurtres qu'il avait orchestrés. Roussel, reconnu coupable de complicité, fut condamné à 20 ans de prison. Bertrand et Morin, les deux tueurs survivants, révélèrent sous la torture les noms de leurs commanditaires parisiens. Plusieurs arrestations eurent lieu dans la capitale, mettant au jour un réseau de corruption qui allait jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Quant à Bastien, il fut officiellement blanchi de tous les crimes dont on l'accusait. L'enquête sur la mort d'Alexandre Bringuer fut rouverte, et les témoignages de plusieurs victimes du défunt confirmèrent la version de Bastien. Le meurtre fut requalifié en légitime défense, mais la paix revenue avait un goût amer. Henri Marchand, devenu fou de douleur après le massacre de sa famille, fut interné dans un asile. Marcel Fontaine, brisé par la mort de son fils Jules, vendit sa manade et quitta la Camargue pour toujours. L'auberge de la Croix camarguaise retrouva progressivement sa clientèle, mais l'ambiance n'était plus la même. Les rires étaient moins francs, les conversations plus prudentes. Chacun gardait en mémoire cette nuit terrible où 12 personnes avaient trouvé la mort dans les marais. Car au final, le comte de Montclair avait tenu sa promesse macabre. 12 morts en une seule nuit. Antoine Girard, Jules Fontaine, Madeleine Marchand et ses 2 enfants. Castel et 5 autres complices retrouvés morts dans les marais, victimes des règlements de compte entre criminels. 12 vies fauchées par la folie vengeresse d'un homme qui n'avait jamais accepté la vérité sur son frère. Marie et Bastien se marièrent l'année suivante, dans la petite église des Saintes Maries de la Mer, devant une assemblée réduite mais chaleureuse. Ils eurent 3 enfants et vieillirent paisiblement dans leur auberge, devenant des figures respectées de la communauté camarguaise. Mais parfois, les soirs d'hiver, quand le Mistral soufflait avec violence sur les étangs, Bastien regardait vers les marais et revoyait cette nuit terrible. Il entendait encore les cris des victimes, le bruit des coups de feu, les dernières paroles de Charles Bringuer. Il avait survécu, mais une partie de son âme était morte cette nuit-là dans la tour Carbonnière, sous le regard froid des étoiles de Camargue. Et quand les voyageurs lui demandaient pourquoi il servait toujours un verre de vin rouge chaque soir à une table vide près de la cheminée, il répondait simplement « C'est pour tous ceux qui ne reviendront jamais ». Pour qu'on n'oublie jamais que derrière chaque vengeance, il y a toujours des innocents qui paient le prix. Car Bastien Mercadier, l'aubergiste de Sainte-Marie-de-la-Mer, avait appris que la justice des hommes est imparfaite, que la vengeance ne répare rien, et que seul le pardon peut guérir les blessures de l'âme. Mais il avait appris aussi que parfois, pour protéger les innocents, il faut savoir prendre les armes, et que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. L'histoire de l'auberge de la Croix camarguaise était terminée, mais dans les mémoires de la Camargue,
Elle resterait à jamais gravée comme le symbole d'une époque où les hommes se battaient encore pour leurs convictions, où l'honneur avait un sens et où la terre de France était arrosée du sang de ceux qui refusaient de plier devant l'injustice. Une époque révolue, mais dont les échos résonnent encore dans le vent des marais, dans le cri des flamants roses et dans le galop des chevaux sauvages qui courent éternellement vers l'horizon de la Méditerranée. L'auberge de la Croix camarguaise a réellement existé jusqu'au début du XXe siècle, avant d'être détruite par une tempête en 1907. Les ruines sont encore visibles aujourd'hui, près des étangs de Camargue, témoins silencieux d'une époque où cette terre sauvage abritait des passions aussi violentes que ces taureaux noirs.